Bonjour, mon nom est Christophe Chapelot et la Folie des Grandeurs reçoit aujourd'hui Maxime et Mélanie du GN Horizon, un GN futuriste d'intérieur qui est tenu à Nicolet pendant la saison froide. Et maintenant, bonne aventure! Maxime? Mélanie? Encore? Ah, bonjour. Merci d'être revenu. Ça fait plaisir, apparemment j'aime ça, donc me voilà. Ben, c'est parfait, écoute, une habituée. Mais là, cette fois-ci, vous êtes là pour le GN Horizon. Oui. Donc, je vais vous laisser le présenter. Il n'y a personne de mieux placé que vous pour le faire. Ben, le Jeune Horizon, c'est un jeune événement. On est rendu à on est fait de 3e saison, si on compte la saison bêta. Donc, 2 saisons et demie, mettons, derrière la ceinture. C'est un GN de science-fiction, on va dire de la hard sci-fi, comme style d'activité. Donc, on s'éloigne de la science fantasy ou du space opera, qui est un genre comme la Star Trek. On est vraiment dans la science-fiction qui vise le réalisme ou un certain niveau de réalisme. Et on est une activité intérieure aussi. Ce qui est, donc, on a un GN d'hiver en théorie, mais à l'intérieur. Assez unique, là. C'est... Quand même. On a eu plusieurs phases de test. On est passé par comme plusieurs styles. Puis là, on vient de se stabiliser cette année, on pense, avec notre bonne formule. Ouais, le format cette année était un grand succès. On va rester avec ça, je pense, pour un temps. C'est une activité sur 2 jours en intérieur. OK. Sur 2 jours. Fait que, est-ce que les gens campent là-bas? Oui. Ouais. Ils dorment à l'intérieur, on a une section en jeu et hors jeu pour le sommeil. Puis dans le fond, le jeu arrête officiellement à un certain moment, mais tout techniquement l'espace continue à être en jeu pendant la nuit. Plus un endroit pour que les gens puissent se reposer avec des bouchons quand même. On a quand même beaucoup de gens qui s'en vont juste prendre un Airbnb à côté, par contre. Ah ouais. Mais ça, c'est parce qu'on devient vieux, je pense pas. On commence à avoir un groupe de joueurs un peu plus... c'est ça. Un peu plus vieux, mais ouais, ça a fonctionné assez bien. Ça permet d'avoir un rythme de jeu qui... on a atteint notre beat, là, avec 2 jours. OK. Oui, dans le fond, vite, c'est que la première année, on était un GN extérieur. Classique, on avait fait un bêta. Dans le fond, nous, on avait un GN médiéval fantastique avant. On a décidé de le fermer parce qu'on voulait faire autre chose. On était un peu épuisé du médiéval. On voulait expérimenter, puis on visait quelque chose qu'on trouvait pas dans le médiéval fantastique. Donc, puis on était tous des fans de science-fiction aussi. Okay. Fait la même année, on a été un peu intense. On a closé notre GN médiéval. On a fait le bêta de notre GN de science-fiction, qui était un GN de 3 jours dans le bois. Après, il y a eu la pandémie. Ça a mis l'activité en péril. On a fini par se revirer de bord rapidement. On est devenu un GN intérieur d'une journée pendant 1 an. Par la suite, ça ne marchait pas tant. Ouais, notre équipe avait il y avait des frictions dans l'équipe sur le format. C'était très intense. Il fallait qu'on monte la salle. Parce que nous, on transforme le Centre des Arts de Nicolette en une station spatiale. Oh, wow! Puis après ça, le montage-démontage dans la même journée, plus notre animation qui est assez intense. Nos animes étaient comme, OK, non, ça marche pas. Fait que là, on a fait comme, on peut-tu étirer ça sur plus longtemps? Là, ça va faire que le temps de montage et de démontage va être... Il vaut plus la peine. Exactement. Et ça l'a, en fait, été un succès, là. Incroyable. Genre, ça a vraiment fonctionné. Nos joueurs sont super contents. Ils trouvent que le jeu respire plus. Nos animes trouvent ça le fun. On a en fait trouvé un équilibre entre nos joueurs et nos animes. Et narrativement, on peut explorer plus de choses aussi avec le temps qu'on a. Donc, c'est vraiment le fun. Ça sonne trippant. Quand Mélanie, tu m'as parlé de Horizon la première fois, j'étais comme, hey, c'est ça, là. Faut qu'on ait ça à l'émission. Parce que c'est complètement out there, là, si vous me permettez le terme, là, mais tu sais, out there, mais ironiquement à l'intérieur. Mais d'ailleurs, c'est ça, vous êtes au Centre des Arts de Nicolet, donc c'est quand même une belle salle. On l'utilise pas, c'est ça qui est ironique. Mais c'est ça on utilise, c'est vraiment drôle comme on aménage les lieux. T'sais, ceux qui connaissent le Centre des Arts, le milieu, c'est un plafond de cathédrale avec des arcs. On fait juste fermer ça. Puis on utilise les corridors puis les petites salles WAC sur le côté. Ouais. Puis on met une ambiance claustrophobique, en fait. Là. Notre but, c'est que les gens se sentent pris dans des corridors et dans des espaces étroits tout le long du jeu. On ferme toutes les lumières. Les belles petites lampes, là, nous, on met des espèces de caisses de métal dessus pour les mettre bleutées. On met des LED partout. Puis dans le fond, toutes les belles pièces, on les ferme. Puis on utilise les petites salles de conférence, les salles de bureau. Puis on les transforme en différentes pièces qui ont différents usages. On transforme le bar en bar cyberpunk. Fait que c'est vraiment, là... Je sais qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas le Centre des Arts de Nicolet. Puis quand, à la fin de GN, on ouvre les lumières, puis on rouvre les rideaux, là, ils comprennent plus rien. Parce qu'ils ont passé 2 jours dans l'espèce de U. Complètement immersif. Donc, on a fait un bon travail, là, de changer le décor. Là, Notre équipe décors sont solides. Là. Ils ont transformé cette salle-là. Ça, c'est vraiment fou. Ouais. Ça vous donne quand même un gros espace où mettre vos décors, mais quel genre de décor que vous faites d'ailleurs pour faire cet aspect
claustrophobe. Ironiquement, pas tant que ça, parce qu'on a la contrainte d'espace, fait qu'on veut aussi pas trop passer de temps au montage. Ok. C'est principalement grâce au centre des arts qu'il y a des tonnes de panneaux. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait une espèce de couloir avec des panneaux, mais en général, on utilise toutes les autres pièces, on baisse les lumières, Ok. on tape ou on cache les fenêtres. C'est ça, c'est un jeu d'éclairage. D'éclairage, On utilise beaucoup. les rideaux pour fermer la salle et juste avec un savant mélange de lumière tamisée, de LED Mhm. et l'usage des fameux panneaux qui viennent avec le centre, Ouais. c'est vraiment très immersif. On utilise quelques accessoires clés. Honnêtement, là. à chaque fois qu'on se décore, je suis surpris à quel point ça look sharp à la fin. Oui, parce Genre, qu'on j'ai n'a pas jamais- tant de choses que ça. T'arrives toujours là, t'es comme, ben là, c'est genre une salle Renaissance, c'est parfait Ouais. pour les trucs médiévaux, puis à la fin, on est comme, ok, non, je suis dans une station spatiale en 2315. C'est Nice. c'est Oui. spécial. On utilise aussi, grâce à... On a un prêt, dans le fond, de notre contact là-bas, de l'ancien décor de Bathyscape, qui est un Mhm. Qu'est-ce qu'on GN utilise, qui a eu de là. Bathyscape? Les bacs. Toutes les bacs. On utilise beaucoup de bacs puis des setups de lumière. Ah oui, les gros Des caisses bacs. en blanche, oui, c'est cool. Fait qu'on ça. réutilise Ouais. quelques... Les grosses pièces que nous, on aurait de la difficulté à transporter. Dans le fond, sont déjà là-bas puis on les utilise. Ok. Donc, c'est vraiment un jeu de lumière pensée. On a fermé des sections. Par exemple, on crée un corridor au milieu avec des panneaux, mais on a suspendu des bâches en haut pour vraiment donner l'illusion d'une espèce de bar cyberpunk là, très bas. Ah, puis la musique aussi, Ouais. c'est important. On utilise le système de son du centre. Mhm. On a un genre de... On a comme deux trames sonores qui jouent en continu. Il y a la trame sonore d'ambiance, que c'est un espèce de bruit de... genre de white noise de vaisseau spatial qui est constamment là. Un De temps en temps, grondement. de temps en temps, il y a comme des craquements, comme si la coque était en train de... Mhm. Oh, man. Et après ça, on a aussi une trame musicale qui va être centrée autour du bar. Et là, ça crée une atmosphère immersive aussi. Ok. Et c'est pas overwhelming pour nos joueurs parce qu'il y a des salles fermées. Donc, c'est quand ils se prennent dans les corridors, surtout qu'ils vont Mhm. comme constater ces bruits d'ambiance-là. Donc, ça aussi, ça aide à l'immersion. On choisit la musique avec quand même soin aussi, parce que nous, on veut vraiment pas rappeler la vie réelle. Vu que la science-fiction, c'est moderne, dans le sens que, tu sais, c'est pas si loin de nous. On fait vraiment attention, par exemple, que c'est pas des musiques populaires. On a vraiment un choix précis de musique. Fait que ça fait que tu t'immerses vraiment rapidement avec, tu sais, des tunes que nous, on considère cyberpunk puis qui fit avec l'ambiance qu'on veut donner. On guide les joueurs aussi. Il y en a qui amènent leur propre musique, bien sûr. Puis là, on leur dit, peut-être que... Oui, mais non. Mettons, si tu veux mettre du... Il y en a quelques joueurs... Maintenant, on avait des joueurs qui voulaient mettre de la musique country Mhm. parce qu'ils voulaient jouer des genres de... Cowboy de l'espace. Ben oui, des Ouais. genres nostalgiques de l'époque western sur Terre, parce que Mhm. ça se passe dans l'univers dans le vrai monde. Là, tu sais, Ok, c'est ouais, pas comme Star Wars. Là. Notre setting Non. est basé autour d'une fiction futuriste autour du système solaire et de son développement. Ok. Et donc, l'histoire de la Terre existe. On a notre propre Mhm. ligne de temps qui commence avec le 21e siècle et qui avance à partir de là. Ok. Et donc, il y en a qui vont faire comme, ben moi, mon personnage vient du Texas, je viens de la mégapole de Houston et j'écoute du western parce que c'est la musique traditionnelle de mon pays. Et là, on leur dit, mais juste pas du Johnny Cash, please, essaye de mettre de la musique plus instrumentale pour essayer d'éviter l'espèce de bris d'immersion qui pourrait venir avec c'est une tune que j'entendrais peut-être à la radio, mettons, ou des choses comme ça. Ouais. Puis d'ailleurs, justement, là, je comprends le setting un peu de l'univers, mais Mhm. le synopsis, c'est exactement qu'est-ce qui amène les C'est- joueurs dans cet événement-là spécifiquement à Horizon. C'est assez simple. Le concept, c'est que tous les joueurs sont des employés de mégacorporations. Ok. Ils sont séparés en 9 mégacorporations qui sont des méchantes compagnies qui représentent des aspects vraiment précis d'un futur dystopique. Puis dans le fond, ils travaillent tous dans la station spatiale Jericho, qui est la première station... c'est une station qui est autour de la première planète colonisable hors système solaire. Ouais, c'est ça. C'est qu'en gros, l'idée, c'est qu'il y a eu il y a comme eu une découverte scientifique récente dans l'univers. Et avant, l'humanité était confinée au système solaire. Il n'avait pas développé ce qu'on appelle le transport extraluminique, donc qui est plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui est nécessaire pour le voyage typique de science-fiction d'un royaume, pas d'un royaume, mais d'un genre des empires galactiques. Là, ben ça peut pas se faire si on peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière du même aux autres. Ouais. Et donc, les joueurs sont comme dans la première planète en dehors du système solaire. Ok. Puis là, ils explorent, ils colonisent, ils rivalisent ensemble pour tirer des ressources naturelles de là. Ils sont envoyés par des compagnies et la station spatiale, c'est leur base d'opération. C'est pour le ça. genre de terrain neutre qui est comme supervisé par une espèce d'entité politique qui s'assure que personne ne se tire dessus. Fait que c'est une espèce d'ambiance de guerre froide où est-ce que c'est pas un PVP où tu vas comme chiver quelqu'un dans le couloir, comme on dit. Là. Ok. Parce que logiquement, tu vas pas tirer sur ton collègue de travail. tu sais. Nos joueurs rivalisent ensemble à coups de contre-espionnage, de trahison, de... Sabotage d'expédition. Fait que c'est vraiment un autre genre de
d'agressivité, de compétitivité qu'on voit pas normalement en GN. Tu vas pas comme rassembler ta gang, t'armurer, puis aller tirer sur une autre. Moi, je trouve que ça existe en fait dans certains mondes, parce qu'on a un croisement avec certains styles de GN qui sont peut-être, mettons, des gens qui ont déjà fait des événements de style Vampire, où est-ce qu'il y a cette idée-là tu peux pas ouvertement attaquer tes rivaux, il faut que tu trouves des manières détournées. Par la bande. Mais là, dans un environnement plus corporatif, ça crée un jeu. Mais il y a quand même place pour des personnages militaires. On a du combat actif dans les corridors de la station. On crée du PvE aussi. Mais pour ce qui est du PvP, c'est souvent plus comme par des couteaux dans l'obscurité, puis des complots, puis des secrets qui se font leaker. Sous la loi, discrètement, pour pas que ton... Parce que tu fais de quoi de vraiment trop obvious, ton patron va le savoir. Puis même si ça a l'avantage... Ben, c'est une compagnie, il ne peut pas se permettre. Fait que c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un gros jeu corporatif, puis une espèce de PvP quand même assez intense, mais en dessous découverte. En fait, on n'a pas beaucoup de joueurs qui se sont entretués. Puis généralement, ça arrive à cause qu'un personnage a comme fait le choix de faire un risque et le risque était ouvertement assumé comme étant un potentiel danger mortel. Là, des gens qui font des actions extrêmes, là, après ça, le joueur nous regarde, puis on est comme non, on ne protège plus. Les autres joueurs peuvent te shank. Puis là, on en a eu un qui s'est fait tirer un missile thermique à la fin de la dernière game, c'était drôle ça. C'est une fin finale de personnage. Oui. My God. Mais là, vous venez d'aborder tellement de sujets. Excuse. Non, mais c'est génial, justement. Vous allez vers plein de pistes que j'ai plein de questions à vous poser. Là. Mais. Vas-y, un après l'autre. Oui, mais OK. Déjà, vous avez mentionné, donc, on est un PVP de telle manière. Donc, vous êtes un PVP. Il y en a un peu. Mais principalement, OK. En fait, je pense qu'officiellement, on est plus principalement un PVE. Dans le sens que on a une énorme équipe d'animation très, très active. Puis les trames PVP et PVE s'entremêlent. On crée du PVE pour faire un PVP intéressant et vice-versa. Moi, j'appelle ça un genre de... Je pense que quand on en parle, c'est un gène hybride. Ouais. Puis on a du hard PVE puis du soft PVP. C'est dans le sens que le PVE, c'est souvent des choses extrêmes, genre comme on a eu une saison où il y avait des terroristes qui essayaient de détruire le projet Horizon, qui essayaient d'empêcher la colonisation, mettons. Là, ça, c'est des NPC, les joueurs peuvent les attaquer à vue, là, c'est très hostile, très combat. Ouais. Mais le PVP, lui, il est politique. C'est des deals derrière des rideaux, c'est des complots, c'est des secrets. Puis il est là pareil. Là. Il y a des joueurs qui vont se dédier à 100% dans leur jeu à faire du PVP, mais leur PVP va être soft. Également, il y a une grosse notion d'individualisme qui est très très fort en Horizon, plus que les jeunes médiévales fantastiques, parce que tu vas vouloir avoir des promotions. On a un système de promotion corporatif. Un système de promotion corporatif. Donc, parfois, le PVP est envers les gens de ta propre compagnie. C'est qui va être le cadre de la corp? Qu'est-ce qui va lécher les bottes ou faire semblant que c'est son succès? Fait qu'il y a une espèce de backstab à l'intérieur. Fait que c'est vraiment intéressant comme mécanique parce que ceux qui veulent vraiment jouer PVP, ils peuvent vraiment se concentrer là-dessus. Ils jouent dans le dos de leurs collègues, ils essayent de... Puis là, c'est intéressant parce que le patron, il faut que tu balances bien ça. Parce que les patrons, c'est des PNJ. Ils sont pas là beaucoup, mais ils viennent pour avoir des rapports un peu de corps de travail. Ils disent qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez avancé nos objectifs, mettons. Okay. Puis là, les joueurs, des fois, ils surprennent leur patron avec une idée nouvelle. Puis là, le patron est comme « Oh wow, c'était pas dans ma liste d'objectifs, mais ça avance l'agenda de notre corporation, donc je t'apprécie, je te donne une promotion. » Mais mettons, un joueur qui veut trop plaire à son patron, des fois, il va pas bien travailler en équipe. Puis là, s'il se fait call out par ses collègues, là, il va au contraire tomber dans les disgrâces de la corporation. Donc, il y a comme un jeu intéressant de connaître son NPC. Moi, j'ai des joueurs qui ont été chercher des secrets, mettons, de mon PNJ corporatif pour essayer de le blackmail, mettons. Okay. C'est très intéressant. Le jeu est subtil, il y a plein de petites nuances. Ce qui est intéressant, c'est que ça les force à jouer dans notre game, tout en leur laissant la liberté d'avoir des initiatives de plein de manières. Donc, tu sais, comme c'est les patrons qui donnent les promotions, ils peuvent pas décider de faire n'importe quoi. Là. Faut qu'ils suivent la ligne, un peu comme la ligne idéologique de leur corporation. Les corporations, un peu, c'est des factions dans notre univers de jeu. Ils ont leur idéologie, ils ont leurs objectifs, ils ont leur vision du monde. C'est comme l'équivalent dans un GN Fantasy, ce serait nos nations. Okay. Donc, quand tu es dans une corp, il faut que tu suives la ligne de parti un peu. Puis si tu déroges trop, ben là, tu vas avoir des conséquences. On demande aux joueurs d'être loyaux. Puis les joueurs sont inscrits sur une base individuelle. Donc, même si tu viens à notre activité, puis tu viens avec tes amis, vous êtes plusieurs, ben chaque personnage est un employé comme les autres. Votre groupe existe peut-être dans vos backgrounds, mais vous êtes évalués comme des employés individuellement par vos patrons. Donc, des fois aussi, on brise les loyautés que les joueurs ont au départ entre eux. Ouais. On crée du conflit. C'est le fun. Et à cause de ça, on interdit les groupes trop nombreux. On a vraiment une limite.
Donc, ça oblige des fois des gens qui sont habitués de jouer avec, dans des grosses gangs à se splitter dans plusieurs corporations. Puis là, ils se rendent compte qu'ils peuvent pas jouer ensemble comme qu'ils voudraient. Fait que c'est super intéressant parce que là, t'as un ami que tu connais, que t'es proche, dans un autre groupe. Fait que des fois, ça fait du très beau PVP parce qu'ils sont à l'aise de comme se confronter. Un des meilleurs groupes que j'ai vu comme ça, c'est justement ça leur but. Ils se sont créés 2 gangs rivales. Puis là, ils ont décidé qu'ils étaient comme... Vu qu'ils se connaissent bien, ils peuvent vraiment jouer hardcore l'un contre l'autre. Ouais. Fait que là, on les a comme incités à sortir de leur zone de confort, faire quelque chose comme ça. Donc, certains joueurs vont saisir l'opportunité pour vraiment essayer quelque chose de nouveau avec ce type de jeu plus individualisé-là. Parce que, justement, en jouant à l'intérieur, de même, de ce que je comprends, c'est comme plus exigu par moment. Vous parlez de corridors et tout ça. Fait que le jeu physique, comment il se passe? Vous parlez de combat, mais c'est... Oui, on a un nombre restreint de joueurs qui est volontaire. On a bloqué à 70 joueurs. Puis à date, on a augmenté un peu de 60-70, puis on va sûrement rester là. Puis on interdit plus de joueurs. On full nos événements à date. C'est première arrivée, premier servi, avec priorité aux gens qui ont déjà participé, qui ont un personnage actif. Voilà. Donc, on a une équipe d'animation assez nombreuse aussi. On est en tout 12 animateurs, plus les 2 barmen. Plus nos 2... on a souvent des mercs qui viennent. Oui, on a des amis qui viennent, mais on est entre 12 et 14 dans l'animation. Fait que le côté combat, il est avec des nerfs. Ou des armes courtes en latex. Là, aussi les grenades, ça fait beaucoup une différence. Avec des grenades. Donc, on a un peu des effets. Des gènes à effet, là, ça existe. On fait partie de ça. Exactement. Quand tu lances une grenade, elle explose pas pour vrai. Hein, quand tu dis effet, tu veux dire... C'est un peu comme dans les gènes où il y a des sorts et il y a des calls hors jeu. On en a à notre activité. Ça fait partie de notre système. On embrace ça là, un peu. Là. Fait que ça fait que les combats, ça fait des combats très claustrophobiques, parce qu'on se voit dans des couloirs et tout. Nous, souvent, on peut incarner des monstres ou des mercenaires ou des pirates. Dans cette saison-ci, on a eu des militants d'une nation ennemie qui sont comme arrivés, ont commencé à poser des bombes, mais il y avait des gens de... On a eu des robots qui s'étaient fait hacker, qui ont commencé à attaquer les joueurs. Donc, on a plusieurs sortes de combats. Vu que ça se passe dans une station spatiale, narrativement, c'est pas, il faut que ça fasse du sens. Donc, on ne met pas des combats quand il n'y a pas d'explication rationnelle pourquoi il y en aurait. Mais on a trouvé une façon à chaque activité, généralement, d'avoir quelques affrontements réels sur le jeu. Mais il y a aussi une portion des combats qui va être faite narrativement. Quand les joueurs, par exemple, s'en vont explorer, je sais pas, ils découvrent un vaisseau en ruine qui flotte en orbite lointaine, ils peuvent y aller avec leur propre navette. Puis là, il va y avoir une scène narrative et les combattants peuvent participer dans ces scènes-là. Puis le fait qu'ils soient des combattants leur donne un avantage. On a comme un sous-système narratif qui sert à ces donjons-là, comme on appelle, qui est un peu le classique en GN. On en fait beaucoup, je pense. On en fait vraiment beaucoup. On fait comme beaucoup. 15 par événement à peu près. Comme ça. Parce que ça permet de réaliser... Tu sais, quand on écrit Horizon, on est sur une planète techniquement, vu qu'on est à l'extérieur. Vu qu'on est tombé, dans le fond, dans la station, on voulait vraiment une manière de que les joueurs... il y a de l'impact, qu'ils puissent faire des choses, qu'ils aient l'impression d'aller sur la planète ou dans le système d'Horizon. Là, Donc, on pallie ça avec des systèmes narratifs, puis ça marche vraiment bien. Les joueurs aiment vraiment beaucoup. Puis on a vraiment bâti un sous-système avec ça pour être sûr que, mettons, ceux qui veulent se battre, puis des fois, il n'y a pas assez de combats en GN. Ça, c'est notre jargon sous-système. Mettons, pour expliquer un peu, les sous-systèmes, c'est un concept qu'on a développé, que c'est comme... Notre système est compliqué. Et on a donc créé des sous-systèmes qui sont associés à des aspects du jeu qui sont sur une base volontaire. Par exemple, on a le système narratif comme ça, que c'est juste quand tu participes à des événements, à des actions narratives qui est impliqué. Mais si tu te présentes jamais à une scène narrative de cette nature-là, tu n'as jamais besoin de comprendre ce système. On a le sous-système de downtime. Les joueurs ont des actions entre les événements, des actions narratives écrites. Puis ils doivent dépenser des ressources pour essayer des initiatives. Mais si tu veux vraiment pas faire ça, tu peux juste ignorer cet aspect-là du jeu. Tu te présentes à l'activité. Tu vas probablement être considéré comme un peu un boulet pour ta faction, par contre, parce que tu peux faire beaucoup de choses avec tes actions, mais c'est permis. Donc, on a un système, exemple, de minage pour ceux. Puis c'est quand même un système assez complexe, puis complet, puis super intéressant. On a un système de piratage. Donc, ça, des trucs qui sont intéressante dans le jeu, mais qu'on n'oblige pas tout le monde à prendre par cœur, à moins que ton personnage, il y a affaire à faire ça. Si tu fais un politicien, tu vas vouloir comprendre le système d'influence. Mais si tu fais juste un mécanicien, tu peux l'ignorer pour ton perso, puis tu vas probablement fonctionner bien correct. Tu vas avoir un très beau jeu pareil. Oui, absolument. Ok, je m'en allais dire une très belle fin de semaine. D'ailleurs, c'est 2 jours. Est-ce que c'est un samedi-dimanche? Samedi-dimanche, On commence à 12h30 le samedi, plus 1 heure avec le briefing. Puis on finit vers 4h le dimanche. Parce qu'on démonte. C'est ça, tu n'as pas le vendredi, mais tu commences le jeu, c'est super intense.
C'est ça. Il y a quand même beaucoup de jeunes aussi qui accueillent les joueurs le vendredi, mais il n'y a pas de vraies animations le samedi. J'ai entendu ce modèle-là existe. Fait que nous, on fait juste... T'arrives, puis ça commence, puis on a des événements aux 30 minutes jusqu'à la fin d'habitude. Wow. Donc, on a un horaire de on a une grosse équipe assez d'animation serré. quand même, c'est ça. Puis on a calculé pour le plaisir, là, on fait entre 80 et 120 d'animation par fin de semaine. Fait qu'on fait habituellement des rôles au... Ça a été ça a été quand on a eu un signal d'alarme, par contre. Oui, on a baissé un peu. Le 120, c'était le... On est plus entre 60 et 90 aujourd'hui. Signal d'alarme, excuse-moi. Parce que quand on a fait une activité à 120 animations, puis on a eu des signaux des animes qui étaient comme, OK, non, là... L'épuisement, je suis capable. Ça marche. Mais honnêtement, mettons qu'on fait 60 animations en une activité de 2 jours, c'est des animations qualitatives. Là. Comme on peut faire des personnages qui restent longtemps, qui parlent à beaucoup de personnages, on peut faire des événements qui sont complexes. Quand on fait juste blaster 120 animations, ça devient un peu plus machine. C'est comme, OK, il faut que je rentre en jeu pour introduire tel hook narratif pour tel groupe. Nanana. Quand on se laisse le temps de respirer, nous, on reçoit beaucoup de messages de nos animes parce qu'on est une activité... on a un fonctionnement démocratique dans notre événement. On est tous des animateurs. Là, moi, ici, je représente Horizon, mais il n'y a pas d'organisateur d'Horizon. On a des comités avec des gens qui sont responsables des comités, puis ça change d'une saison à l'autre. Donc, on est une activité qui... c'est nos BNL, puis on n'a pas de hiérarchie stricte. On a des hiérarchies flexibles. Fait que c'est une hiérarchie horizontale. Très horizontale, oui. Avec par domaine d'expertise, on va dire. On a mettons, nous, on est probablement des fondateurs. Fait que, il y en a qui sont plus ou moins impliqués, mais on respecte comme le niveau d'énergie d'implication de chaque personne le plus possible, du moins. Une affaire qui est intéressante aussi, c'est que pas mal sans exception, là, tous les animateurs participent à la création de quêtes. On est toujours une équipe de 2 à 3 environ pour la plupart des quêtes. Il y a des gènes où est-ce qu'il y a comme une différenciation entre un PNJ et un animateur. Nous autres, un PNJ, c'est un rôle. Tout le monde est un animateur, tout le monde a un input narratif, tout le monde est en charge d'une trame narrative ou de plusieurs. Puis c'est souvent par comité aussi. Fait que, par exemple, on avait une grosse trame narrative, mettons qu'on appelait Général pour la saison dernière, puis on était 4 à travailler dessus ensemble. Puis après ça, à chaque semaine, on pouvait faire des updates à nos réunions hebdomadaires d'équipe. On disait, OK, la trame narrative principale, elle avance bien, on a tel truc qu'on va faire. On va avoir besoin de ce nombre de rôles-là qui seraient intéressés à faire, par exemple, la générale du vaisseau qui menace la station. Puis là, on fait un call pour les animateurs qui seraient volontaires de faire des rôles. Puis on est généralement sensible à donner des rôles à nos animes qui n'ont pas eu le temps de shiner, mettons, dans une saison précédente aussi. Fait qu'on on est vraiment très horizontal. C'est vraiment notre but. Si vous avez un bon roulement, une bonne équipe qui se tient ensemble. Oui. Mais on travaille avec la plupart de nos animes, on anime avec eux depuis plus que 10 ans. Là. Donc, on est vraiment très rodés, très soudés. Pas loin de 15, mon frère. Certains, ça fait 15. Fait qu'on est... pour nous, c'est comme... quand ça a commencé, et puis c'est encore un peu ça, là, c'est notre... trip de gang. Il y en a qui s'en vont dans un chalet l'été. Là. Nous, on était toute une gang de génistes, puis on voulait faire un gène ensemble. Fait que pour nous, c'est vraiment... On est tous des amis très proches, là. Mais on est tous assez... on a assez d'expérience pour essayer de faire un jeu mature puis sain. Donc, c'est une espèce d'équilibre, mais ça fait qu'on a une bonne équipe qui se tient bien, qui se respecte mutuellement. Ça fait qu'on peut... prendre le temps de travailler sur des aspects plus complexes et profonds du grand nature sans devoir, mettons, se dire « Ah, je suis assez d'NPC la semaine prochaine. » Non, ça, c'est comme... On est rendu à vouloir créer quelque chose d'unique, on va dire comme ça, de différent. On a une richesse d'expérience puis un très gros standard sur ce qui va être comme notre type d'animation, mettons, qu'est-ce qu'on veut sur le jeu. Puis on transfère un peu ce standard-là à nos joueurs aussi. On est un gène qui encadre beaucoup. On a beaucoup de lore, beaucoup d'images de référence pour aider les joueurs à créer leurs costumes. On demande à tous nos participants de s'inscrire d'avance, de réserver leur place. On a des places limitées, donc ça vient un peu avec. Mais ceux qui nous envoient leurs informations, on les vérifie. Fait qu'on dit « Ah, c'est quoi ton personnage? OK. T'as-tu rempli notre questionnaire d'historique de personnage? OK. Ah, dans ton questionnaire, il y avait tel détail qu'on a lu. Est-ce que tu as bien lu le lore? On guide les gens, on les fait éditer leurs historiques, on les fait modifier des choses qui sont inconsistantes. Il y a eu de la confusion. On les aide à préparer leur costume. On leur donne des suggestions. On leur dit « Ah, ça va pas être accepté. Ça va l'être à la place. » Et ça fait que quand les gens arrivent, généralement, ils sont prêts. Ils sont prêts à être très immergés dans leur personnage. Ils fit avec l'univers. Au début, on a fait ça parce que, comme on est un gène
c'est assez unique dans le temps de science-fiction. On voulait être sûr que les gens, exemple, n'auraient pas en habit de Jedi. Ok. Ou en post-apo. Ou en saut Ouais. post-apo ou en Ouais. saut de Star Trek. T'sais. Donc, on a mis comme tout le questionnaire d'historique, puis les costumes, les photos de costumes obligatoires. Ok. Puis ça a été difficile au début pour certaines personnes. Ah, mais on a eu des problèmes. on a eu des problèmes avec ça, mais à la longue, ça fait super avantageux parce que les gens ont vraiment l'esthétique puis le lore, tout ça vraiment clair dans le personnage. Fait que ça a vraiment... C'est qu'on est intransigeant, On- mais on a des raisons de l'être. On Fait que peut- des fois, ça cause des problèmes parce qu'on est littéralement dans une approche que, ben, tu sais, on n'est pas là pour faire de l'argent. On est une OBNL, on fait pas d'argent avec notre activité. On n'a pas besoin là, des inscriptions des joueurs. Là. Si le joueur Ouais. il paye son billet, mais il est incertain sur son niveau de préparation, il n'est pas prêt, il n'a pas envoyé ses prérequis, nous, on est comme, ben, c'est parce que tu as pris une place dans notre événement, puis là, tu n'es pas prêt. Mhm. Donc, on va être intransigeant là-dessus. Ouais, on a assez Ça, sévère là-dessus. Tu sais, qui t'a refusé du monde à la porte, c'est pas arrivé souvent, là, parce que... C'est jamais arrivé à la porte, je pense. C'est pas arrivé. Ouais. On a fait avant, là, mais pas à la porte, parce que on encadre beaucoup les nouveaux. Donc, on a des nombres de places précises par compagnie. Ça, c'est super important. Fait qu'exemple, qu'on a 70 joueurs, on a 9 corporations, t'as maximum 10 joueurs par corporation. Donc, ça fait que, grosso modo, t'as jamais, mettons, tu sais, comme un groupe en GN là, qui a 3 personnes contre un groupe qui en a 20. On Ok. équilibre vraiment les jeux. Mais à cause de ça, si quelqu'un vient pas, tu prends la place Ça vient débalancer le jeu. ça dans vient le fond. débalancer le jeu. Fait que pour nous, on surveille quand même assez étroitement cette espèce d'équilibre-là. On essaye vraiment, même quand on a des nouveaux, ben, à cause des places limitées, ceux qui arrivent souvent à la dernière minute, ben, ils arrivent puis ils regardent l'état du jeu, puis ils voient les inscriptions, puis ils peuvent faire « Oh, ok, il reste des places juste dans tel groupe. Ok. » C'est comme « Ok, mais c'est là que tu Dans vas voir. ceux-là que tu t'en vas. Si tu veux t'sais. jouer, c'est là. On va pas faire « Ah, mais moi, mon concept est plus là. » Ben, il faut que tu t'adaptes à notre jeu. À ce Ok. point-ci, nos joueurs sont déjà tous setés. C'est là qu'il reste de l'espace. Mhm. Puis on peut-tu, admettons, passer justement dans un peu qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui est pas accepté, puis c'est quoi les différences, Oh, mon genre, Dieu. justement, parce que je sais que vous dites, admettons, on n'accepte pas le post-apo, Mhm. on n'accepte pas, là, c'est vraiment une médiévale, là. Mhm. Mais donc, admettons, c'est plus quoi qui serait accepté? On a un magnifique blog qui le dit tout sur notre... Ok? qui dit qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on refuse. Et on a aussi des critères par corporation, par thème, Ok. par origine de personnage. Tu sais, C'est exemple, un c'est exemple. Vas-y. on a une corporation qui s'appelle l'Atlas Foundation. Puis eux autres, c'est basé sur l'idée d'un ancien... un genre d'ancien think tank un peu conservateur qui serait devenu une méga corporation Ok. terrienne. Donc eux, ils possèdent les musées, la religion, les divertissements violents, puis ils ont Oh un boy. secteur militaire important. Cette corporation-là, elle est vaguement inspirée par, si les gens qui connaissent Warhammer 40K, Mhm. il y a une vague inspiration c'est comme un peu une esthétique de l'Imperium. Fait que on accepterait là, quelqu'un qui vient de cette corporation d'avoir une dague là, tu sais, ou des accessoires qui sont plus historiques parce Ok. que c'est la corporation de l'histoire. Ok. Donc, eux, ils ont le droit d'avoir un peu l'air anachronistique parce que ça peut être un genre de respect envers leurs ancêtres puis leur culture. Ok. Mais on va pas accepter que quelqu'un arrive avec une dague ou un katana Ouais. si il joue dans une autre corporation, mettons. Ok. À moins que ce soit un genre de katana sci-fi un peu là, comme Cyberpunk, ouais. mettons. Donc on a des lignes directrices qui sont liées à notre lore. Pareil pour le post-apo, ben tu sais, post-apo, c'est pas notre esthétique. Nous autres, c'est une méga corporation qui t'a envoyé là, t'es un employé, en fait, tu fais partie de l'élite économique de ton champ d'expertise, T'es un probablement. expert qui est envoyé pour une planète pour coloniser. Donc, il n'y a pas de raison que tu sois bien en post-apo. Sauf Ok. si tu viens de notre minorité ethnique qui s'appelle les Ceinturiens, que eux, c'est un peu comme le tiers-monde de notre univers de jeu. Ils ont été élevés dans l'espace, leurs conditions de vie sont difficiles, eux, ils ont tendance à avoir une esthétique un peu plus rough. Ils peuvent avoir plus de des tatouages, ils peuvent utiliser des matériaux recyclés pour faire leur matériel parce qu'ils sont pauvres, ils ont de la misère à Mais trouver ce qu'ils ont besoin. Ils seront pas comme un costume post-apo classique parce que t'auras pas de panneau de stop dans ton Mais costume. si tu veux mettre du Ouais. linge sale, peut-être que eux, ça va Mhm. mieux fonctionner. Si tu veux avoir des taches, tu sais, Ouais. un aspect plus grunge un peu, eux, ça Ok. fonctionnerait. Mais mettons, tout à l'heure, tu nous montrais ton costume de post-apo. Ouais, Avec ton épaulette en plaque de char. Ouais, ouais, un joueur ouais. arrive ça à Horizon, c'est comme non, tu peux pas. Vraiment, il y a du cuir là-dessus. Le cuir, c'est non, parce que le cuir, c'est un matériau de luxe dans Ok. l'univers Ouais. qu'on est, parce que les animaux ont quasiment tous disparu. Donc, Ah, on est deep. À un moment donné, il y a un joueur qui voulait venir avec un gourdin en bois, mais on a dit non. Ouais. Le bois, c'est
Un si exemple... Si t'as un genre bois, ça va être ta merveilleuse canne de financier. Là, c'est ton swag. Ouais. C'est pas une affaire que tu bâches les gens avec. Un exemple, tu sais, bon, moi, comme les gens, ils mangent souvent des trucs, tu sais, des rations, ou la nourriture, c'est luxueux, on s'entend, là, parce que tu manques de ressources, la surpopulation. Fait qu'on demande aux joueurs de ne pas emmener de fruits frais pendant le jeu. Sauf ceux qui viennent de la corporation Canopy, que eux, c'est ceux qui ont le monopole sur l'agriculture. Voilà. Eux autres, ils viennent tout le temps à la partie avec des melons puis des cerises, puis ils donnent ça aux autres, les gens, il faut qu'ils... Tu sais, comme, c'est incité dans notre lore que si un joueur de Canopy te donne une tranche d'orange, tu vas découvrir c'est quoi à ce moment-là, le goût d'une orange, tu sais. Mais ça, c'est super intéressant. C'est drôle, le secret du jeu, tu sais. Oui, puis les joueurs sont dedans à 100%, là, tu sais. Ça a l'air d'un espèce de système complexe de règles, mais tu sais, il suffit que tu lis le lore une fois, tu comprends la mécanique, puis après, c'est assez intuitif dans le jeu. Genre, les joueurs apprennent par osmose un peu. Ils jouent tous un peu avec ce lore-là. Avec c'est un nouveau joueur, c'est assez rapide qu'ils comprennent puis qu'ils se font immerger dans cet univers-là. C'est un univers assez original, mais aussi inspiré de thèmes typiques de la science-fiction. Donc, ceux qui connaissent la science-fiction, ils trouvent des repères rapidement, des repères dans le genre cyberpunk, des repères dans la dystopie, en général, la fiction dystopique. On a une grosse inspiration qui vient de l'univers de The Expanse, qui est une série de romans de science-fiction qui ont été adaptés en série, là. En série, ouais. C'est vraiment... qu'on a vraiment aimé parce que c'est du art sans faire, on parlait tantôt. Dans le fond, il n'y a pas de téléportation intense, de rayons laser qui... tu sais, c'est vraiment quelque chose de plus réaliste. Fait que c'est super intéressant à jouer parce que là, le jeu est concret, là. C'est vraiment... Les gens font des expériences scientifiques, ils font de la programmation pendant le jeu. Il y a vraiment quelque chose de très terre-à-terre puis que tu peux facilement relate pendant le jeu. Fait que ça interpelle beaucoup grâce à ça, là. OK, puis justement, parce que là, tu viens de dire le mot concret. Fait que je me demande, justement, en termes de le gameplay, c'est quoi un peu, genre, votre système? Parce que tantôt, tu as mentionné, Maxime, qu'il y a une partie du système qui est un petit peu plus heavy, mettons, à s'approprier. Fait que, on peut essayer de démystifier un petit peu ensemble, question que ceux à la maison se préparent potentiellement à aller à Horizon. Mais... comme système de jeu, on est un jeu avec quand même beaucoup de statistiques puis de compétences, mais on est un jeune qui c'est très personnalisable. Dans le sens que les joueurs n'ont pas de classe de personnage. Mais ça, c'est un typique des jeunes à stats. Là. On n'a pas de classe, mais on a des compétences. Donc, les gens, ils doivent investir au début de leur création. Je pourrais dire, moi, je joue un marchand. Fait que j'ai pris des compétences qui permettent d'avoir des contacts pour faire du import-export. J'ai aussi... des contacts corporatifs pour m'aider, donc j'ai pris un peu de compétences de politique, mais je viens d'un milieu un peu rough, fait que j'ai mon port d'armes, puis je peux avoir un handgun, et si jamais je me fais fouiller, je suis capable de cacher des choses sur moi sans que les gens les trouvent facilement, mettons. Mais là, j'ai créé mon genre de shady Han Solo type, et là j'ai un personnage. Mais un autre personnage pourrait être un scientifique spécialisé en analyse d'extraterrestres, mais aussi connaître bien les bases de la médecine, produire des médicaments, il y a du crafting, et avoir aussi le même contact corporatif politique que l'autre a. Donc, un des concepts, c'est que on souhaite que quand tu crées ton personnage, que tu l'as au premier GN, en grande majorité. Ton concept, il est là à Game 1. Tu n'as pas à faire 3 ans, oui, on en parle tout fort, c'est plus difficile. Tu n'auras pas à faire beaucoup de GN avant d'avoir ton core de personnage. Dès que tu commences, tu es considéré comme un spécialiste de ta corporation. Donc, tu peux déjà être un très bon médecin puis avoir comme 80% de ton arbre de prédilection. Ça devrait être 60%. 60%. Mais tu peux... C'est difficile de ne pas avoir assez d'XP pour ton concept au niveau 1. Oui, parce que... mettons, je veux dire, je veux être un pilote. OK, tu es un pilote. Au niveau 1, tu as littéralement tout ce que tu as besoin pour être le meilleur pilote du monde. OK, parce que dans le fond, c'est assumé que, ben écoute, tu as été envoyé là par ta méga corporation, donc forcément, tu es déjà compétent. À mesure, quand tu fais ton progression de personnage, ce que tu vas faire, c'est que tu vas devenir plus versatile. Tu vas dire, je suis un pilote, mais là, plus que j'avance, plus que je deviens aussi un marchand. Tu vas aller ajouter quelque chose à ton personnage. Donc, il y a ça. En termes de jeu concret, donc, il y a plein de sous-systèmes. Il y a du craft, il y a de la science, il y a de l'innovation scientifique, qui est comme des mécaniques pour avancer ça. Il y a de la politique avec du trafic d'influence. Il y a des systèmes de minage, il y a des systèmes de médic. Puis il y a le système de combat. Des systèmes de combat. Puis un des affaires qui nous rend unique, c'est que la grande majorité de nos systèmes se passent tous de manière mobile. On a un jeu intérieur.
Quand tu dis mobile, de manière virtuelle sur tu parles un sur cellulaire. leur cellulaire. Oh, Ouais, ok. Exactement. On n'a pas une app, mais on a J'ai demandé le temps précis pour mailer parce que notre programmeur n'est pas là aujourd'hui. Ouais. On a une plateforme mobile. OK. Ok. C'est pas une application. Dans le fond, ça marche sur iPhone, Android, ordinateur. C'est un site web. Puis la grande majorité des interactions se font là. Ce qui est- Exemple, l'échange d'argent. je veux t'acheter quelque chose. On n'a pas de monnaie physique. Mhm. Je vais te faire un virement bancaire avec un code QR Ok. sur mon cellulaire. Oui. Je peux t'envoyer des courriels par l'application. Mais pour ça, je dois scanner ton identifiant. Donc, je scanne. Parce qu'un détail intéressant que j'aimerais beaucoup de mon GN, c'est que tous les joueurs ont des cocardes d'employés. Fait que t'oublies jamais le nom de personne. C'est incroyable. Ah, ça, c'est nice. Ils ont leur code QR, leur titre, leur nom Ouais. de personnage, puis leur corporation sur un petit. Fait une que tu petite sais, cocarde. celui-là, c'est un Ouais. senior de telle corporation. C'est écrit sur sa cocarde. Fait que là, tu scannes son contact, tu peux lui envoyer un courriel. Mettons, la compétence de minage qui consiste à envoyer des balises, parce que sur un concret, tu n'as pas Ça toi-même envoie à des les miner. excavateurs. Ouais, t'envoies Ouais. des excavateurs, parce que tu n'as pas toi-même à les miner. Tu es un expert. On est en 2300 quelques quand Ouais, même. là. ouais. Ben, ça se passe ça de manière... tu sais, c'est ça. Bref, tout se passe de manière... via, dans le fond, l'application mobile, dans le fond, la plateforme, plus certaines interactions avec l'animation directement. Donc, nous, on a ce qu'on appelle l'ascenseur dans notre jargon, qui est notre... C'est la table d'animation. la C'est là que tu table viens pour d'animation. poser des questions aux animes, mais in-game, c'est l'ascenseur. Fait que Ok. les gens, ils vont à l'ascenseur, puis là, ils quittent le district pour faire whatever. Fait Ouais. qu'il y a une raison narrative qui quitte le jeu. Puis Ok. là, ils sont en train de Ouais. venir nous consulter pour, par exemple, hey, je suis en train d'essayer de pirater tel PNJ. Est-ce que je trouve des informations compromettantes sur tel dossier? Puis là, on trouve Mhm. l'animateur qui est associé à cette quête-là. Puis il va dire, ah ouais, tu trouves un email de son ex qui lui dit, hey, là, j'en ai assez de cover-up pour tes affaires. Puis là, Ouais. le joueur retourne en jeu, puis il y a une info, puis là, il peut essayer de faire avancer sa trame narrative, mettons. Ok. On a Donc, beaucoup de ouais. mécaniques qui sont comme déjà pré-programmées. Par exemple, on a un super chouette compétence qui permet d'avoir de créer de la biologie, dans le fond, pour comme avoir des ressources. Ah, les Ça, biomasses. Les Ah, biomasses, drôle, c'est ça. automatique sur un cellulaire. T'es obligé de faire une espèce de mini-game pour les nourrir. C'est pas un minigame, c'est simple Wow. comme bonjour. C'est un Tamagotchi, ok? Sur Tamagotchi. Ok, Ok. on a juste créé un Tamagotchi virtuel. Fait que C'est ça. quand t'as la compétence bioproducteur, t'as ton Tamagotchi. C'est pas ton Tamagotchi, mais c'est un Tamagotchi. Ouais. Oh, Puis ouais. il dit, nourris-moi, j'ai froid, j'ai faim. Puis il faut que tu prennes soin de lui, puis il pop des biomasses qui sont une ressource en jeu. Ok. Fait que c'est ok. drôle. Puis il y a des gens qui vont littéralement devenir des gens de Pokémon Trainer, puis qui vont comme 3-4 biomasses qui leur envoient constamment des alertes de j'ai mal, j'ai faim, j'ai besoin. Ouais. Puis ça, c'est un gameplay. Pas pour Nice. tout le monde, mais il y a du monde qui trippe à faire ça. C'est Donc on a des styles de jeu vraiment différents. T'as quelqu'un qui va prendre soin de son armée de biomasse, t'as quelqu'un Ok. qui va être en train de faire des deals politiques dans une cour arrière quelque part. T'en as d'autres que tout ce qu'ils font, c'est être des mercenaires qui disent moi là, tu as besoin d'un goon pour t'aider à t'escorter sur une planète, je suis prêt, Ok. je débarque avec ma squad, puis là ils négocient des contrats de mercenariat. Il y a plein de sortes de manières de jouer. Ça notre fait un jeu. écosystème Ouais. assez riche en tout, là, parce que Ouais. quand une corporation, ils travaillent beaucoup entre eux, c'est de 5 à 10 joueurs, donc. Puis s'ils n'ont pas la compétence qu'ils ont, ben là, il faut qu'ils fassent des deals, qu'ils louent quelqu'un une compétence d'une autre corporation, puis à qui J'ai ils font trouvé confiance. un échantillon C'est intéressant ça. sur la planète, mais j'ai pas d'exobiologiste. Oh mon Dieu, quelle corporation des exobiologistes. Ah, pas eux autres, j'aime pas ça dealer avec eux autres. Je suis Ouais. sûr qu'ils vont me demander beaucoup d'argent pour le deal. Ah, bon, j'ai pas le choix. Fait que là, tu vas les voir, puis là, tu négocies. Puis ils sont comme, ah, on t'aime pas, fait qu'on va pas le faire. Mais ah, là, qu'est-ce que tu m'offres? Puis là, ça crée du jeu. Fait qu'il y a vraiment plusieurs types de jeux qui sont Mhm. complémentaires. Puis, Mhm. ok, je comprends. Fait que qui sont. Les gens vont devoir travailler ensemble un petit peu, Ouais. même s'ils veulent pas forcément des En fois. fait, c'est Puis- dans notre game design, le but, c'est que personne puisse rien faire tout seul. Ok. On a ok, créé le jeu pour que tu aies toujours besoin d'aide. Ok. C'est comme Ouais. ça qu'on design nos personnages. Fait que Nice. si tu essaies d'être le plus autonome possible, tu vas être quand même capable de faire quelque chose. Fait qu'ils se ramassent Mais avec une seul- dualité de Ouais. genre on est un peu contre, mais on est un peu C'est ça. contraint à travailler ensemble. Ouais, Ah, ils sont ok. quand même bien guidés là-dedans. Là. Tu sais, moi, un des aspects que j'aime beaucoup, c'est on accueille, ben, tu sais, on dit qu'on on accueille beaucoup les nouvelles joueuses parce qu'on a un système complexe, on veut qu'ils comprennent bien. Mais c'est aussi que dès qu'ils arrivent sur le jeu, ils sont tout immersés parce que moi, j'aime beaucoup ça. Là, notre Ah ouais, premier... notre brief. Notre premier corporatif, événement, on a 9 corporations, puis on a 9 patrons en général. Tous les joueurs, on les disperse dans 9 salles différentes avec leur patron. Puis le premier événement du GN, c'est le briefing corporatif. Fait que là, Ok. leur boss leur dit OK, là, il s'est passé ça la dernière fois qu'on s'est rencontrés, dernier quart de travail. Mhm. Ça n'a aucun sens. Je
je tolérerai pas ça à nouveau. Là, j'ai besoin que vous fassiez tel objectif. J'ai entendu dire que telle corporation travaillait sur un dossier qui est lié à l'armée. Je veux savoir c'est quoi qu'ils sont en train de faire. Je veux connaître les infos. Ouais. Fait qu'on donne une liste de tâches. On chie sur la tête des joueurs qui ont mal performé. On récompense ceux qui ont bien performé. Puis on met l'idéologie de la corporation dans le jeu dès le début. Fait qu'un joueur qui est comme complètement nouveau, ben, il voit tout de suite son espèce de... Tu sais, le patron, on les a designés, ces PNJ-là, pour qu'ils soient un peu des représentations assez claires de leur faction. Ouais. Et donc, ça crée immédiatement une cohésion. Même si les joueurs se connaissent pas, ils ont un agenda commun. Ils sont pas obligés de juste faire ça. Il y a plein de joueurs qui ont leur agenda personnel, mais ils ont quelque chose qui les connecte, ils ont quelque chose qui crée un jeu commun. Okay. Et ça fait que si le joueur est un peu déboussolé, il sait pas trop où s'orienter, ben il va y avoir quelqu'un qui va dire « Hey, toi, peux-tu faire ça? » Puis là, il va se faire donner une job ou il va participer à une quête avec son groupe, déjà en commençant. OK. Puis les joueurs, d'ailleurs, là, je change un petit peu de sujet, mais je suis curieux de voir votre clientèle cible un petit peu, parce que je sais que vous avez des places limitées à 70 personnes, quand même une bonne équipe d'animation de 12 personnes. Mais c'est quoi les âges à peu près que vous visez? On vise pas d'âge, on vise 18 ans et plus. Ok, ben c'est ça. Puis, notre spécificité, c'est qu'on a un jeune de 18 ans et plus sans alcool pour de vrai. Okay. Sans alcool, ok. On est sans alcool, sans drogue. C'est ça. Puis pour nous, c'est vraiment important. Parce qu'on fait un jeu mature et sérieux, puis intérieur, accessoirement. Mais toutes nos candidatures ont toujours été comme ça aussi. Ça fait que notre clientèle varie donc de 18 à 50 ans. Ouais. On en a d'un peu tous les âges, de tous les groupes. On a une bonne partie qui venait de notre GN Médiéval Fantastique à l'époque. Mais on a aussi eu plein de joueurs qui sont souvent, quand même, là, des joueurs. On a eu plusieurs joueurs organisateurs de d'autres grandes natures que l'hiver. Ben, ils font pas de leur GN, fait que là, ils peuvent comme aller jouer. On a du monde de... on a plusieurs, mettons, organisateurs de Bélénos, par contre, qui sont des joueurs. OK. Puis des joueurs super participatifs, super tripants, parce qu'ils sont contents d'avoir un GN l'hiver, qui ne rentrent pas en contradiction avec le GN l'été. Ben oui. Fait qu'on a comme une autre clientèle différente. C'est des communautés de jeux différentes. On a du monde qui viennent qui ont été plus... qui ont plus l'habitude de faire, par exemple, des événements style... des événements intérieurs de style live, mettons, des événements style vampire. Ouais. Nous, on en a connu quelques-uns parce que fut un temps où on organisait un de ces événements-là aussi. On a touché à plusieurs communautés de jeux comme ça. Ça fait un genre de mix and match. Ouais. On a des gens qui viennent d'un petit peu n'importe où, qui joignent. Puis au début, c'est sûr que ça avait fait un clash étant différentes idéologies de jeu, tout ça. Mais on a réussi à, je veux dire, imposer. Là, je pense que le monde a compris qu'est-ce qu'on essaie de faire. Parce que, nous, on avait notre propre groupe de joueurs qui sont comme nos loyalistes, là, qui traînent avec nous depuis qu'on fait notre GN médiéval. Eux, ils ont été habitués à des activités PvE avec des trames narratives vraiment, vraiment détaillées, puis beaucoup de... Déjà prédéfini, très raid roll. Pas raid roll, mais très complexe. Puis en gros, eux, ils sont habitués de faire du GN très narrativiste, très roleplay, mais très PvE. OK. Donc, eux sont entièrement dédiés à l'immersion, au jeu de rôle intensif, mais le PVP, c'était pas leur tasse de thé au départ. Eux autres, étaient comme, on n'est pas habitué d'avoir à se battre entre nous, on est habitué de se battre contre le gros méchant ou la complexité d'un enjeu, mais pas à d'autres joueurs. J'ai l'impression que souvent ça déboussole le PVP. Puis on a d'autres communautés de jeux que eux, au contraire, ils ont été habitués à du PVP, mais beaucoup moins à le plaisir de perdre. Le plaisir de faire des personnages qui sont... qui ont des défauts. Qui ont des défauts. Puis là, nous, on veut les deux. On veut qu'il y ait du PVP, mais que perdre, ça soit le fun. Okay. On veut créer une ambiance où tu es content que l'autre t'ait owné dans un challenge, tu sais. Puis que si tu gagnes, tu as gagné malgré tes flaws, malgré le fait que tu n'as pas joué, tu n'as pas min-max, tu as joué ton personnage et son idéologie, ses défauts, ses angles morts. Puis tu as accompli quand même quelque chose à travers ça. Ça, c'est qu'est-ce qu'on essaie de nourrir comme communauté de jeu. Et en ce sens-là, en ce moment, je pense qu'on est en train de voir que les gens comprennent ce qu'on essaie de faire. Oui. Une des choses qu'on avait peur qu'il ne soit pas accepté, c'est une de nos autres visions qui est par rapport aux rotations de personnages. Là, le concept de rotation, c'est déjà... peu populaire en GN. Là. Le concept est vraiment clair, c'est que tu dois absolument changer de personnage après maximum d'événements. On te donne un timer sur ton personnage. Oui. OK, fait que c'est vraiment, dans le fond, tu as une date d'expiration. C'est une date d'expiration qui... pour plein de raisons, ton personnage, il peut mourir dramatiquement, il peut partir, il peut avoir une victoire. La fin de son contrat. Oui, ça fait que les joueurs, ils pensent, des fois, ils pensent à leur pool d'XP, qu'il y a 9 GN. Mais nous, c'est quelque chose qu'on faisait avant notre Grand Tour Médiéval Fantastique, puis qu'il y a tellement d'avantages merveilleux qu'on a
on garde Mordicus. Nous, ce qu'on veut adresser avec ça, c'est quelque chose qu'on observe des fois, puis c'est pas comme une critique pour ceux qui font pas comme nous. Là. C'est vraiment que nous, on veut vivre quelque chose de différent. Puis nous, ce qu'on a remarqué, c'est que quand il y a des GN ou des personnages qui peuvent éternellement rester là, comme il n'y a pas de fin réelle, ben, tu as certains joueurs qui vont changer de perso. Il y en a d'autres qui vont rester. Puis ils vont devenir un peu des monolithes, là, que le jeu va tourner autour d'eux. Ils vont avoir beaucoup de connaissances. Des fois, ils vont être plus puissants à cause du système de jeu. Mais même si le système de jeu ne permet pas l'accumulation de puissance, juste à cause qu'ils sont comme des legacy characters qui traînent là depuis longtemps, ils deviennent un peu de... Tu sais, comme tu as toujours le même figure d'autorité sur le jeu, mettons. C'est le point de référence, parce que les NPC le connaissent, fait que là, c'est comme automatiquement, faut que narrativement, ça fait du sens que j'aille lui parler, je le connais, tu sais. Donc, il y a un point où est-ce que nous, on veut voir des nouveaux leaderships émerger. On veut voir des nouveaux concepts se manifester. On veut voir des nouveaux beefs apparaître. Donc, on demande aux joueurs de préparer leur fin. Et en fait, ce qu'on a eu, c'est qu'on pensait que ça serait un problème, mais là, au contraire, là, on vient de finir notre deuxième saison, puis on a eu une quantité assez élevée de joueurs qui ont choisi que même 2 ans, c'était assez. Ils ont fait leur GN, ils ont fait 6 activités, puis ils ont fait, man, j'ai accompli ce que j'avais en tête pour mon personnage. Let's go, j'en crée un nouveau. Puis ils ont hâte, parce que, tu sais, on a un lore très riche, qui est très travaillé, puis ils ont vu les autres factions. Fait qu'ils sont comme, mon prochain bonhomme, là, je veux qu'il soit dans tel groupe, parce que j'ai envie de changer vraiment de style de personnage. Puis on en a qui sont partis d'avance parce qu'ils ont envie de changer, ou même pour laisser de la place à d'autres joueurs dans leur groupe. Fait qu'on a comme ça, on a comme pas poussé pour ça. Nous, on pensait qu'à la fin, les gens allaient faire leur passage aussi longtemps qu'ils seraient capables. Puis après ça, à cause qu'on l'oblige, ils allaient changer. Mais là, non, au contraire, les gens sont comme non, je veux changer tout de suite parce que je veux essayer de jouer telle autre faction. Puis là, nous, c'est excellent pour nous parce que ça crée cette fluidité-là dans le jeu. Puis les joueurs préparent leur fin. Il y en a qui préparent leur fin en faisant un coup d'éclat puis en se faisant éliminer. Il y en a qui préparent leur retraite. Il y a des personnages qui, vers la fin, ils essayent de se ramasser une retraite dorée pour leur personnage, mettons. Ils embrace souvent leurs défauts, ou leur... mettons, dans le fond, dans le passé, ils étaient mis d'un groupe criminel. Ils embrace leurs défauts, puis ils espèrent que ça va se faire découvrir à la fin pour avoir comme une fin majestueuse, un peu. Puis ça l'empêche l'accumulation de puissance, l'accumulation de lore de quête, mais aussi ça empêche le metagaming en grande majorité parce que t'as pas envie de tu veux plus faire gagner ta faction, tu changes de faction. Donc, les gens... moi, plus que le power gaming. En gros, c'est que ça sert à rien d'essayer de toujours gagner, parce qu'à la fin, c'est futile, parce que tu vas quitter ta faction. Tu vas changer de groupe. Donc, les secrets corporatifs que tu as avec ta corporation, t'en parleras pas de temps, parce que anyway, tu as envie de jouer avec un autre groupe, puis ça va être autre chose complètement. Fait que c'est vraiment une autre ligne de pensée, mais tu sais, pour l'avoir testé dans le GN, Médias Fantastique, nous, on trouve que ça fonctionne pour qu'est-ce qu'on veut créer. Ça évite d'avoir à faire des resets aussi. Parce que souvent, il y a des activités qui vont avoir à cause qu'à un moment donné, inévitablement, tu veux rafraîchir le jeu. Là, tu vas faire des resets de masse. Mais nous, on n'a pas de reset de masse. Donc, on a occasionnellement un personnage qui a été par accident. Peut-être qu'il a raté une saison. Puis là, il est là. Puis lui, ce personnage-là, il est vraiment plus vieux, mais il est complètement out of the loop parce qu'il a manqué 1 an. Fait qu'il est comme plein d'informations que personne d'autre a. Mais il a manqué aussi plein d'affaires. Fait que là, on a des espèces de générations de personnages comme ça qui se stackent. Puis ça, c'est vraiment drôle à voir parce que t'as du monde qui fait... Moi, j'étais là pendant qu'on colonisait la planète. Moi, j'étais là quand on avait un conflit avec Mars. Moi, j'étais là quand on avait le problème de la super IA qui attaquait tout le monde. Puis là, ils sont comme, oh shit, ok. Puis là, ils parlent ensemble de leurs expériences. C'est très le fun. Puis, moi, au niveau personnel, enfin, j'apprécie beaucoup aussi, c'est que comme on a une relation rapide des personnages, les trames aussi sont relativement rapides. Dans le sens que, tu sais, on n'a pas de trame qui dure 10 ans, là. Fait que nous, ça nous permet d'être super créatifs, de faire un jeu, tu sais, puis un jeu de quête, puis de lore, puis de qu'est-ce qui se passe, de assez rapide, puis de pouvoir être, c'est ça, de créer plein d'affaires tout le temps, puis de l'entremêler, puis de pousser notre créativité. Moi, j'aime vraiment ça. Mais les choses s'étirent dans le temps aussi. C'est comme drôle, parce que d'un côté, les trames narratives bougent vite, mais en même temps, on est très orienté vers la réaction aux joueurs parce à cause qu'on a le fameux système d'action entre les événements. Les joueurs ont beaucoup d'agentivité dans le sens qu'ils peuvent essayer de faire des choses. Puis ça des fois on va embrasser ça de façon significative. Genre on va avoir un groupe de joueurs par exemple qui vont nous surprendre avec une idée. À un moment donné, on a eu des joueurs qui ont essayé de créer une colonie autonome de leur justement les ceinturiens, ceux qui viennent de l'espace, mais ils ont comme créé un genre de mouvement nationaliste en jeu. Puis en fait, on veut créer une genre de colonie autonome de notre peuple, genre pour qu'ils vivent libres des mégacorps. Puis ils ont mis plein de ressources là-dedans. Puis là, ça a marché. Et là, c'est devenu un problème parce que là, ils ont créé ça, mais il n'y a pas de ressources
pour entretenir le projet. Fait que là, il faut qu'il passe la balle à la prochaine génération de ceinturiens. Oh non. Là, c'est comme éternellement un beau projet, mais aussi un problème à régler. Ça peut être un poids pour les ressources. Des fois, les colons qui installent là sont pas coopératifs, ils ont des factions. Puis là, c'est devenu une quête récurrente, mais c'est 100% initiative de joueurs. On n'a jamais planifié qu'il y aurait une colonie ceinturienne. Mais là, on est rendu que c'est dans notre trame, c'est dans notre lore officiel. Donc, on réagit beaucoup à ce que les joueurs nous amènent aussi. Okay. Ça, c'est un volet qui, je pense qu'on peut pas... comment je dirais ça? Ben, c'est facile de pas réaliser à quel point c'est important, mais dans notre activité, on est très, très réactif aux initiatives des joueurs. Dans donc, le fond, juste par... puis corrigez-moi si ça fait pas de sens, là, mais l'entrée, dans le fond, avec le personnage est quand même très encadrée. Mm-hmm. Donc, tu sais, il y a une contrainte, on va se le dire. Oui. Mais ça fait aussi que leur évolution va être d'autant plus écoutée, puis observée, puis ça va avoir un impact sur l'histoire. Oui, parce que le personnage, ils font du sens. Ouais, c'est ça. Fait que leurs actions, normalement, ils vont faire du sens aussi. Tu sais, ils vont se mettre à... parce que tu as ta compagnie, mais au final, ta compagnie, tu peux t'en foutre. Tu peux juste dire, c'est eux qui me payent, je fais ce qu'il faut que je fasse. Mais dans le fond, moi, mon vrai désir, c'est la libération des androïdes. Juste, mettons, tu sais. Ouais. Fait que là, le personnage a plein de grosses raisons idéologiques. Il va trouver d'autres joueurs qui vont vouloir pousser là-dessus, puis ça va créer d'autres trames à côté. C'est tant qu'il fait pas ça trop intense, puis que son boss le remarque pas. Okay, fait qu'effectivement, tu sais, ça... Les contraintes nous donnent la relation de confiance avec le joueur pour lui permettre d'avoir de l'agentivité. Okay. C'est vraiment ça. C'est qu'une fois que la personne elle nous a prouvé qu'elle était prête à s'intégrer à notre univers de jeu, nous, on est comme, OK, ben là, à cette heure, vole de tes propres ailes, t'as compris. Okay. On est vraiment willing de jouer avec toi. Là. Puis, moi, je suis dans l'optique qu'un GN, c'est un travail collaboratif entre les joueurs et l'animation. Ben oui. Fait que les idées des joueurs, en fait, c'est mon carburant en tant qu'anime. Je veux voir qu'est-ce qu'ils vraiment réagissent. J'aime pas ça avoir des railroads. Je sais que je veux pas savoir où ça va finir. Oui. Je veux avoir, pour la planification, à la limite, j'aime ça avoir une vague idée de, OK, mettons, il y aurait 4-5 chemins, mettons, que j'envisage. Mm-hmm. Mais des fois, ils nous arrivent avec une alternative, puis on est comme, OK, c'est quand même cool, t'sais. Puis on réagit à ça. Puis c'est vraiment le fun de réagir, mais d'introduire. Nous, on va introduire des problèmes, puis on va voir comment ils réagissent. Puis c'est un peu le volet PVE du jeu. C'est ça, c'est qu'on introduit des problèmes à résoudre. Okay. Et on voit comment ils les résoudent. OK. Ah, mais j'aime ça. C'est justement, en même temps, ça fait que le joueur se sent encore plus impliqué, tu sais. Puis ça donne le goût de s'investir encore plus. Les joueurs ont un impact. Il y a des joueurs qui, après leur fin de personnage, ils vont faire comme ce snippet-là dans le lore. J'ai participé à ça. C'est moi ça, c'est moi. C'est moi qui ai fait la colonie là, qui est rendue écrite sur le site web. Donc, ça faisait partie d'une espèce de machine réaliste. On n'est pas un GN où tu vas devenir un dieu, là, tu vas tout changer. Il n'y a pas un héros. Fait que c'est intéressant parce que c'est vraiment comme une espèce de... C'est comme plein de trames, puis ils font voler l'univers. Puis quand on a un jeune GN, donc un jeune univers quand même, on est en train de tout bâtir notre lore, puis notre comme espèce d'encyclopédie avec les quêtes. Tu dis qu'on bâtit notre lore, mais il y a des gens qui vont nous dire que notre lore est assez copieux. Il n'est jamais assez copieux. non, on n'a jamais trop de lore. Mais tu sais, là, il va pouvoir se mettre à jour avec comme qu'est-ce que les joueurs font. C'est super stimulant. Ouais. OK. D'ailleurs, je suis curieux, parce que votre univers là, étant dans l'espace, mais vous n'êtes pas un space opera non plus. Non. Mais dans votre système, les gens peuvent jouer des races différentes? Parce que je sais que là, justement, on parlait de ceux qui sont nés dans l'espace. Je sais pas si ça, c'est une race ou... Ouais, on appelle ça nos origines de personnages. Mais il y en a, il y a les... origines. Wow. En gros, il y a les humains. Puis dans les humains, il y a les terriens. Que eux, leur caractéristique, c'est qu'ils viennent d'une planète qui est surpeuplée, qui a une forte gravité et où les opportunités d'emploi sont faibles. Okay. Donc, généralement, les terriens sont désespérés de quitter la Terre. Ils ont plus de points de vie au départ. Alright. C'est comme les orques. Là, oh non! Puis, généralement, il y a comme un malus qui vient avec ça. Soit ils ont une dette parce qu'ils ont dû payer pour leur billet vers l'espace, soit ils sont le fruit du népotisme puis tout le monde les déteste parce que... Ou ils ont un groupe criminel qui les a... Ça, c'est comme des sous-origines de personnages. Quand tu crées ton personnage, tu choisis un peu ces templates-là. D'ailleurs, excuse-moi, juste parce que tu as dit qu'ils ont plus de PV. Il y a combien de PV à peu près? En général, les joueurs commencent à 6. On va peut-être baisser ça la saison prochaine parce qu'on trouve que les combats sont pas assez létals. Mais en ce moment, c'est 6 points de vie. C'est patate, d'ailleurs. Là. OK. Puis les gars, ça... Généralement, les guns font 1.
Ok. Donc c'est ça, là, on réalise que des fois les gens vident un clip, puis la personne est encore debout. Là, c'est un peu un problème de game design. Oups. Parce que ça, c'est un point quand même important. On adapte vraiment vite notre système de jeu, dans ce qu'on n'a pas On peur. fait des errata souvent. Ouais. Mais c'est évolution constante, C'est ça. toujours. Là, Fait que les armes font 1, mais une grenade peut faire comme 4. Donc Ok, c'est comme ça, il y a plein d'affaires. Il y a des manières de. Mettons, un personnage martial peut finir par faire du 3. Donc on a des calls. Mais Ok. quand il n'y a pas de call, c'est 1. Ok, C'est ouais, ça la règle. Donc là, nos terriens sont comme des. Ils vivent dans un milieu comme ça. Mais tu sais, on a des martiens qui viennent d'un état autoritaire qui est le dernier état-nation fonctionnel de l'univers connu. Là. Ok. Parce que tout le reste du monde, c'est genre des mégacorps puis des gouvernements anémiques qui savent rien faire. Mais Mars, ils ont encore un état. Ils ont un pays. Ils ont Ok. du nationalisme. Puis quand un joueur est un martien, il y a une tension. Parce que là, il travaille pour une mégacorporation. Il est comme un expat. Mhm. Mais son pays l'appelle. Tu sais. Oh Il paye non. des impôts, lui, là. Oui, là. il paye des impôts. Oh non, c'est chiant ça. C'est sa citoyenneté d'un État réel, puis ça vient avec des conflits de valeurs. Est-ce que je suis d'accord avec mon gouvernement, ou est-ce que je suis un loyaliste, ou est-ce que je suis plus une personne qui fuit Mars? Il y a plein de relations intéressantes. On a nos ceinturiens qui vivent en 0G une partie de leur vie. Ok. Leur squelette est faible, ils ont des problèmes de santé. Oh. Généralement, ils sont exploités comme une genre de... C'est comme le tiers-monde là, de notre univers de jeu. C'est bien triste. Fait que, puis eux autres, ben là, tu joues un personnage qui a un background de marginalisation, que les terriens vont souvent voir les ceinturiens comme des... Pas vraiment comme des humains, ils vont les Ouais. discriminer, donc c'est intéressant. Puis ça crée un axe de discrimination qui est aussi complètement fictif, donc c'est le fun. Y a-tu un avantage à jouer cette série? Oui, en général, ils viennent, mettons, un ceinturier va avoir des compétences gratuites de plus. Ok, ok. Ils ont des conditions médicales, ils ont moins de points de vie, mais ils ont aussi des avantages assez forts, en fait. On essaie de tout balancer, dans le fond, les bonus Ouais, et oui, les oui. malus. Puis à part ça, il y a 2 autres origines. Tu peux être il y en a 3 autres. 3 autres. Tu peux jouer un synthétique, tu es un clone, Ok. ou une création artificielle biologique. Tu as été créé dans un vat. On Ok. t'a implanté des souvenirs, un peu Oh, à la... wow. Puis tu es créé pour suivre une fonction. Tu es techniquement un humain, mais tu pas considéré comme une personne adulte. Tu es un mineur. Ok, Fait que ouais, quand tu es un... Ah, parce que t'as pas ton propre véhicule. Non, t'es- mais Ouais, on t'a fait mis que- scientifiquement des souvenirs. Donc, t'es pas une personne. Mais Ouais. t'es une personne, mais t'es complète. pas un adulte. Fait que T'es pas un techniquement, adulte. quand t'es un synthétique, t'es supposé avoir un propriétaire. Mhm. Donc, Oh. mais c'est pas une personne, mais t'es pas un objet. Fait que t'as droit à la vie, à la santé, mais t'as pas droit à la propriété, mettons. Oh, Tu sais, man, genre, c'est intéressant. Fait que là, tu peux jouer ça. Puis là, ça veut dire que t'as probablement soit ton patron ou un autre joueur peut être ton propriétaire. Ça peut être le fun à jouer. Ok. Puis on a 2 sortes d'androïdes. On a les androïdes qui sont des EI, Ok. que eux, ils sont littéralement des objets. Et quand tu joues un androïde, c'est connu. Tu n'as aucune valeur légale. Ok. Si tu joues ça, ça vient avec le flow que les joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent avec toi. Ils peuvent te détruire. Ils peuvent t'acheter, de vendre. Ouais, absolument. Oh. T'es un objet, puis tu veux jouer ça. Ça Ok. vient avec des défis, c'est intéressant. Ouais. Puis les autres sortes d'androïdes, c'est les consciences. Que Ok. eux, c'est des humains qui se sont numérisés leur esprit. Fait que t'es une version numérique d'un esprit humain. Ok. Et tu t'uploads dans une plateforme pour interagir avec le monde physique. Fait que t'es Wow. juste un data cloud qui Ouais. prend, Un qui se corps manifeste à d'androïde, travers un ouais. corps d'androïde. Puis là, dans ce cas-là, ton corps, c'est ta possession. Ouais. Mais toi, ta personne existe dans un cloud. Mhm. Donc, tu es techniquement immortel, mais n'importe qui peut détruire ton corps, puis c'est juste un acte de vandalisme, c'est pas un meurtre. Oh non! Donc, il y a comme des enjeux narratifs avec chacune de ces origines-là, c'est vraiment drôle. La majorité de nos joueurs vont jouer des humains, bien sûr, Ok. parce que c'est plus facile à jouer au Mhm. départ, mais on commence à avoir des joueurs comme faire des androïdes un peu plus. Je pense qu'on en avait 3 dernièrement Ouais, sur on a quelques 70. synthétiques aussi, fait que c'est vraiment Ouais. d'autres. Ça fait une belle polyvalence pendant le jeu. Ouais. là. Ah, man. Moi, je suis tout le temps dans des races spéciales, bizarres, là, qui demandent des costumes. Là, Fait que un synthétique, ça serait sûrement drôle. Là. Puis Ouais. même les humains peuvent être biomodifiés ou être des cyborgs. Fait que là, Oh. ça, c'est pas des origines de personnages, mais c'est comme des compétences. Tu peux choisir des augmentations à la création de ton personnage. Fait que, tu sais, on a des joueurs là, qui vont avoir des cornes, des oreilles pointues, des crocs, Ok. une peau verdâtre avec c'est parce qu'ils vivent en symbiose avec des algues. Oh, mon Tu sais, Dieu. plein d'affaires. On a plein de trucs. Fait que tu peux être vraiment alien looking en étant quand même un Ok. humain en théorie. Puis on a une menace dans notre lore qui existe, qui s'appelle les chimères. Que c'est si tu te biomodifies trop, tu pourrais Oh. techniquement plus être considéré comme un humain. Genre, là- ça te dérègle. Puis, Ben, c'est juste que il y a comme une ligne dans le sable. Tu sais. Puis si tu la traverses légalement,
t'es plus un humain. T'es une monstruosité contre nature qui doit être stérilisée et mise dans un camp de concentration. Oh, Donc, Bon, donc c'est très que- dystopique notre univers de jeu. Oui, tu sais. ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, tu sais, c'est comme plein de compagnies qui se battent de manière semi-légale tout le temps. Fait que c'est vraiment une espèce de... Les gens, ils poussent les lignes de la loi, mais il n'y a pas vraiment de loi parce que c'est Ben, comme... il y en a. C'est un capitalisme sauvage, Ouais. mais il y a une genre d'entité en arrière qui met des barrières, qui a un arbitre. On Fait a- que là, c'est comment est-ce que les joueurs naviguent là-dedans et c'est de pas se faire avoir. Puis souvent, tu sais, mettons, ils essaient vraiment d'avoir l'aide, tu sais, comme de cette espèce d'arbitre-là, puis l'arbitre est comme... Dans notre univers de jeu, c'est un peu l'idée qu'il y a eu, Ouais. il y a eu une guerre comme pas froide entre les corporations qui Ok. les a divisées en factions. Puis on a comme 3 grandes factions. Mhm. Il y a les humanistes qui croient que l'espèce humaine doit utiliser la technologie pour s'améliorer, mais comme un outil. Ok. T'as les transhumanistes qui croient que l'espèce humaine doit évoluer par la technologie. Et donc, eux autres sont tournés vers la cybernétique, les IA, la robotique. Ok. Puis on a les évolutionnistes qui sont comme, ben, l'évolution humaine, elle a arrêté à cause de notre société qui prend maintenant soin de tout le monde, etc. Bon, Mais oui. maintenant, on a la science. Qu'on peut la diriger par l'évolution artificielle. Ok. Donc là, ces 3 factions-là Mhm. étaient en guerre avant, mais la guerre a été résolue par une entente. Puis on a comme un ONU qui s'appelle la Commission trilatérale Ok. qui gère la paix. Puis Ok. eux, ils ont le peu de pouvoir qui ressemble à un État, un genre de règles, et c'est eux qui l'ont. Fait que c'est comme la presque police, mais c'est très Far West. là. Mhm. Les autres sont là, puis ils opèrent juste à travers des chasseurs de primes, puis Ok. il y a pas... Ils sont constamment... Je pense qu'il y a un thème de sous-financement dans notre Oui. activité, où est-ce que Oh my les gens disent « On a besoin d'aide pour faire affaire. Ah, mais on n'a pas d'argent. » Quand la commission arrive avec des scènes, puis comme j'ai pas le temps de gérer J'ai ça. un de mes personnages Oh, ouais. que c'est tout le Ah, temps c'est un bureaucrate de la commission qui déteste sa job. là. C'est Oh, très drôle non. à jouer. Fait qu'on a notre lore qui crée du jeu. Les joueurs absorbent le lore beaucoup. Ils ont l'air d'aimer beaucoup ça, de trouver des petits détails dans un événement historique quelconque, puis d'en faire un événement de leur background. Donc c'est très le fun à voir. Ça a l'air intéressant, sérieusement. Il va falloir que je retourne voir un peu plus votre documentation, puis j'invite le monde à la maison à faire, à faire de même. C'est tout sur notre site web. Nous, on n'a pas de livre de règles. C'est juste un Bon. bon vieux site. Tu navigues les pages. Ben, c'est parfait, je vais naviguer Ouais. vos pages. Ouais. D'ailleurs, écoute, je fais du pouce sur quelque chose qui n'a pas de sens. T'as dit le mot financement. Ouais. J'ai envie de vous demander par rapport à vos prix, comment ça fonctionne. Ah. On a jeune quand même assez abordable. Là. L'année dernière, cette année, C'était 60$ Ouais. par GN Ok. de 2 jours ou un petit rabais pour une passe de saison. Ok. Fait que c'est un GN, t'es sur le prix à peu près moyen. Là. Et ça se peut que ça augmente un peu l'année prochaine. Nous autres, on mais, n'opère pas sur une base de profit, fait qu'on regarde c'est quoi nos dépenses, puis on estime combien on a besoin en termes d'inscription pour couvrir nos dépenses, puis avoir un extra pour améliorer l'activité. Ouais. Fait que tu sais, mettons, on a des coûts de roulement, on a la location de la salle, puis après ça, le prix du billet, ça sert à quoi? Ça sert à acheter, mettons, des meilleurs LED strips pour pas qu'ils brisent. Genre, Ouais. ou changer notre acheter, système de son ou un nouveau ou acheter des costumes c'est cool ça. pour Ouais. des nouveaux mobs, ou tu sais, des choses comme ça. Mais ça, parce que le décorum est quand même assez important chez vous, Ouais. si je me trompe pas. Là. C'est sûr que t'es en tant qu'équipe, tu sais, on peut pas avoir des fois le même costume absolument over the top que les joueurs, mais nous-mêmes, Ouais. on est très sévère sur comment est-ce qu'on se gear en jeu. Fait que c'est sûr qu'on s'assure d'avoir un costumier qui a de l'allure de notre côté. Là, Parce que aussi, c'est une affaire, c'est qu'on fait beaucoup de rôles. Comme il y a des. Ouais. Genre, mettons, un anime peut faire. Puis là, c'est pas des rôles récurrents nécessairement, là, mais tu peux faire. Un anime peut faire 8-10 rôles dans sa. à peu près, ouais. Dans sa fin de Oh boy. semaine. Fait que là, tu as besoin d'avoir beaucoup de costumes différents. Nous, on change souvent. Il y a des personnages qui sont récurrents, eux, ils vont avoir des costumes assez sharp, mais des fois, il faut qu'on fasse un ouvrier de maintenance qui. Fait Ou, qu'on a des chiennes. fait qu'on a une chaîne de travail. Puis ça passe d'ailleurs. Ouais, Nos ben joueurs oui. qui sont en chaîne de travail avec un gros X fluo dans le dos parce qu'ils veulent pas que le lift leur rentre dedans au milieu du spatioport. C'est super Ouais. décorum. C'est Oui. un habit d'ouvrier, ça En fait, marche. qui est intéressant, c'est que les costumes sont Euh, pas dispendieux. Tu sais, faut ouais, être un peu ok. ingénieux. Puis on guide beaucoup les joueurs avec des blogs qui donnent des trucs, mais il y a des costumes super simples là, qui permettent d'avoir une belle esthétique. Là. Cool. On a vraiment un spectrum. Là. Tu peux avoir le costume néon avec des LED partout que tu as mis des dizaines d'heures à minutieusement coudre puis programmer pour que quand tu parles, il flash en réagissant à ton son de voix. Ouais. Ou on peut avoir quelqu'un qui est en chaîne de travail avec une camisole sale puis des tatous des tatous imprimés. Puis les deux sont 100% décorum parce que il y a beaucoup de flexibilité dans le jeu. Fait que c'est un gel qui est Ok. pas très cher de s'équiper pour venir. Puis le prix, c'est à peu près 60. Ça va peut-être augmenter si la salle devient plus chère, mettons. Ouais, Mais ouais. on est dans une zone où est-ce qu'on essaie d'avoir le prix minimum pour qu'on couvre nos dépenses. C'est Ok. ça qu'on vit. Tout en fournissant une animation vraiment active. Pour nous, c'est super important. Puis un autre petit point que moi j'aime beaucoup à la Grande Nature, c'est notre bar. Parce que
À l'époque, on avait un grand nature médiéval. Pour nous, la taverne, c'était important. C'est le lieu rassembleur. Puis même à l'époque, la taverne était animée par l'animation. C'est nous qu'on fournissait tout, puis c'était un NPC ou des joueurs collaboratifs qui faisaient ça avec nous. Nos mocktails sont bons. On a voulu recréer, c'est ça. On a voulu recréer la même chose dans le fond avec Horizon. Donc on a 2 animatrices qui sont des mères des membres de l'animation. On les appelle nos bar moms. Nos bar moms. J'adore le terme. Puis le bar est ouvert tout le temps, tout le long du jeu, et c'est gratuit en termes de vrai argent, dans le sens que c'est tout nous qu'on fournit. Puis on fournit plein de mocktails différents, de types d'alcool, de faux alcools évidemment. Tu sais, ils ont des shakers puis tout là, ils partent en feu. Fait que là tu peux, tu sais comme techniquement nos joueurs tout le long d'activité, ils ont comme leur petit drink sci-fi. Que c'est comme ça coûte des crédits là, ça coûte pas du vrai cash. Oui, c'est de l'argent qui se transfère. Ils scannent un code QR puis ça passe. On fournit comme des chips, des ramen, ça fait super cyberpunk et tout. On a des snacks. Les joueurs doivent fournir leur propre repas là, ils peuvent manger en jeu ou hors jeu dépendamment de qu'est-ce qu'ils sont plus à l'aise, mais ça fait qu'on a une espèce de centre qui est le bar qui est toujours actif, animé, puis qui fait un espèce de gros espace rassembleur où tout le monde prend des drinks puis se font des shots de gelo trop sucré. Ouais, je vois ce genre. Ouais, c'est vraiment. C'est une zone de jeu intéressante, puis il y a la musique aussi qui crée de l'atmosphère. Donc c'est. Puis dans le fond, de manière plus physique, là, les joueurs sont séparés par les 3 factions dans des salles, mais on a aussi des salles communes. Fait que les gens peuvent faire des petits daily shady dans des bureaux. Il y a une espèce de grosse cafétéria aussi où ils peuvent juste manger puis jaser. Fait que il y a plusieurs espaces de jeu. Là, à 70 joueurs, on pense pas augmenter. Ouais, parce que là, on a pas mal atteint, je pense, le bon point pour notre espace. Si on dépasse 70, on va commencer à avoir des situations où des joueurs sont comme j'aimerais ça pouvoir faire des meetings politiques, mettons, ou de la coordination pour ma quête. Mais j'ai pas d'endroit privé où parler de choses confidentielles. Là, les joueurs ont quand même ils font beaucoup de choses louches là. C'est un monde dystopique. On a des assassinats qui se planifient puis des affaires de comment on cache une bombe dans le chest de ce gars-là pour le faire passer la sécurité. Il y a plein d'affaires. Les gens sont créatifs et wack. C'est pour ça qu'on est 18 ans et plus d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses assez make sense. Des thèmes un peu plus touchés à aborder. Oui, c'est ça. Mais comme tu sais on a un GN qui fait vraiment attention justement d'ailleurs, le sexisme, racisme, homophobie n'existe pas dans Horizon. Donc, on a mis ça clair au début. Les androïdes, les ceinturiens puis les martiens, si tu veux, mais le reste, il n'y en a pas. Donc, on s'assure d'avoir un cadre progressiste dans un univers qui ne l'est pas. Avec des hockey check, tout ça. Quand on fait des scènes trop intenses, on met des trop avertissements. Mais ça reste que c'est un jeu mature avec des thématiques matures. Donc, c'est pour ça qu'on est 18 ans et plus. Cool. Vraiment une belle découverte, un GN vraiment différent de justement du médiéval fantastique qu'on voit typiquement. GN d'intérieur en hiver, honnêtement, j'espère que je vais réussir à m'inscrire avant qu'il reste plus de place. On a toujours une coupe de trous là, genre à date. Parfait. Ça s'arrange là. Ouais. C'est ça dépend à quel point les gens se convainquent leur ami vite de s'inscrire. C'est toujours ça là. T'en as toujours qui hésitent là, ils hésitent trop. Fait que là, tu te faufiles dans le trou. C'est parfait. Écoute, on va s'arranger de quoi. On est sur Discord, Facebook et tout. Le Facebook, c'est vrai que c'est notre visage public encore à ce point-ci. C'est pas vrai, mais si c'est plus simple de vous rejoindre sur Discord, par exemple, je mettrai le lien Discord dans la communauté. Fait que, c'est super. Merci beaucoup de votre participation. Merci d'être venu. C'était un plaisir. Merci de l'invitation. C'est vraiment un plaisir de pouvoir vulgariser puis comme montrer un peu les parties plus deep de notre GN, là, c'est vraiment plaisant. Je sais pas si on a réussi à rentrer sur tous les sujets, mais on a fait une présentation. Écoute, c'est dur des fois, c'est une expérience. Hein. C'est comme tu rentres dans une activité, puis je pense que même si tu demanderais à des joueurs d'Horizon, c'est quoi Horizon, il y aurait toute une réponse différente. Parce qu'on a un jeu assez éclaté. Dépendant quelle trame narrative tu vas faire, dépendant quel genre de personnage tu joues, dépendant dans quelle faction tu fais ton fun. Ça va pas être exactement la même réalité, le même jeu. Mais il y a beaucoup de diversité dans notre événement. On ratisse assez large en termes de gameplay. Donc, il y a du fun pour tout le monde. C'est cool. Je pense que, justement, ça va peut-être être intéressant pour ceux qui connaissent pas Horizon, mais même pour ceux qui vont peut-être déjà de voir c'est quoi la perspective de deux des animateurs / fondateurs. Fait que, Maxime, Mélanie, merci beaucoup pour votre temps. Puis, on se reverra à Horizon. Super. Merci. Et c'est ainsi que se termine cet épisode de La Folie des Grandeurs. Merci pour votre écoute et si vous avez apprécié cet épisode, suivez-nous et partagez l'émission. C'est gratuit et ça fait toute la différence pour nous.
Dans les commentaires, laissez-nous savoir quel GN ou organisation vous voudriez qu'on reçoive dans le futur. Vous retrouverez tous nos épisodes sur les plateformes de podcasts habituelles comme YouTube, Spotify et Apple Podcasts. Et vous pourrez nous retrouver à la page Facebook La Folie des Grandeurs. Avant de vous laisser, je veux vous inviter à aller écouter nos autres épisodes pour découvrir les autres GN et organisations qu'il y a dans le milieu. Ça s'écoute bien dans le char, puis on sait jamais, vous pourriez y trouver là où vous irez vivre vos prochaines aventures. Un immense merci à nos invités, on salue toute leur équipe et tous les GNistes qui les encouragent. Vous retrouverez les liens vers leur plateforme dans la description de l'épisode. La musique du podcast est une gracieuseté de Faria Faraji, le montage et les arrangements sont faits par moi, votre hôte, Christophe Chapelot. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne saison de GN et on se revoit dans le prochain épisode de La Folie des Grandeurs. À bientôt.